Alors, bonjour, on va commencer les vite. Oui, professeur. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Bien, on va commencer. Les autres vont prendre le train en marche. Alors, hier, nous avons commencé à décrypter l'accord de Paris. L'accord de Paris qui fait suite au protocole de Kyoto sur le climat, un protocole qui inaugurait l'ère des engagements chiffrés des pays industrialisés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre toxiques nocifs pour le climat. Et on a vu que les pays signataires s'étaient engagés à réduire de 5% leurs émissions, mais que leur effort était insuffisant, 5%, c'était manifestement insuffisant pour atteindre l'objectif de stabiliser le climat, mais que par ailleurs, les plus grands pollueurs de la planète faisaient défaut, notamment les États-Unis, la Chine et l'Inde. Et que l'Afrique avait refusé de ratifier ce protocole. Et donc l'enjeu, c'était de ramener tout le monde dans un nouvel accord. Et c'est la mission qui était censée être réalisée par l'accord de Paris sur le climat. Alors, nous disions hier que l'accord de Paris organise la riposte internationale face à l'urgence du réchauffement planétaire en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques. Alors, Géraud de Lassus-Ingénieuse, qui est professeur à l'Université de Laval, a essayé de commenter cet accord. Alors, selon lui, l'accord de Paris est un traité qui pose les fondements d'un cadre juridique international en matière de lutte contre les changements climatiques au-delà de 2020. Ce cadre juridique couvre 6 thématiques: l'atténuation des changements climatiques, la gestion des effets néfastes des changements climatiques, le transfert de ressources et de technologies, le renforcement des capacités, l'éducation, l'accès à l'information et la participation du public dans le domaine des changements climatiques, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre. Alors, l'accord de Paris est le résultat de 4 années d'intenses négociations. Alors, l'adoption de ce texte représente une étape majeure dans la gouvernance du climat, assurément.
C'est le premier traité multilatéral à être adopté sur le problème de l'effet de serre depuis le protocole de Kyoto en 1997. Bien. Alors, l'accord de Paris prescrit aux pays développés d'adopter des modes de vie durables, mais aussi des modes de production, de consommation durable. On voit que la durabilité est au cœur de notre nouvelle manière de faire en société. La nouvelle manière de produire doit être durable, notre consommation doit être durable, le transport, nos déplacements, la durabilité, la durabilité aussi dans le logement, l'alimentation, bref, nos façons de faire doivent tenir compte de l'urgence climatique. Alors, le choix de l'écologie au cœur de la relance économique pour un avenir respectueux des humains et de la planète. L'écologie au cœur de l'économie. Bien. Alors, l'accord de Paris est un instrument juridique international contraignant. Il est contraignant. Il fixe un cap, à savoir contenir les émissions mondiales de gaz à effet de serre à un seuil de 2 degrés Celsius dans les prochaines décennies et le ramener, si possible, à 1,5 à long terme. Donc, voilà l'objectif de l'accord. Donc, on a une cible précise. Selon les scientifiques, pour assurer la stabilité du climat, il faudrait qu'on descende à une température de 2 degrés. Et là, on stabilise le climat. Et si possible, qu'on descende même jusqu'à 1,5 degré. L'atteinte de cet objectif ne sera possible, selon les rédacteurs de l'accord, qu'en renforçant les capacités nationales d'adaptation aux effets des changements climatiques, la résiliation à ces changements, ainsi qu'un développement à faible émission de gaz à effet de serre qui ne menace pas la production. Voyez-vous? Et là, on fait intervenir l'adaptation au changement climatique. On a vu avec la Convention cadre, le protocole de Kyoto, qu'on était davantage sur la réduction des émissions. À côté de la réduction, on ajoute une autre dimension qui est l'adaptation aux crises climatiques. Permettre aux populations de résister face aux crises, de vivre avec les crises climatiques, de s'adapter en contexte d'urgence climatique.
Donc, c'est l'un des premiers apports. Mais l'autre, c'est un développement à faible émission de gaz à effet de serre. Un développement, mais à faible émission de gaz à effet de serre. Donc oui, à l'idée de se développer, mais en minimisant nos émissions de gaz à effet de serre. Qui ne menace pas notre sécurité alimentaire, notre production alimentaire. Donc on préserve l'idéal de développement, on préserve notre production, notre sécurité alimentaire, et on recherche en même temps un développement à faible émission de gaz toxiques pour le climat. Bien. Alors, maintenant, voyons quels étaient les engagements pris à Paris. Les parties à l'accord de Paris ont convenu de communiquer leurs efforts ambitieux à la réponse mondiale au changement climatique. Voyez-vous? Et l'une des raisons qui va justifier le développement du contentieux climatique, c'est la violation de cet engagement. Ils vont prendre l'engagement de réaliser des efforts ambitieux, pas de simples efforts, mais des efforts ambitieux en matière climatique. Or, comme on va le voir, parmi les motifs qui ont fondé les procès climatiques, il y a l'inaction de l'État en matière climatique, ou le manque d'ambition, ou encore l'insuffisance. Donc, les États vont faire des efforts, mais on va reprocher à certains où on va dire que leurs efforts manquent d'ambition. Or, ils s'étaient engagés, comme on le voit, à réaliser des efforts particulièrement ambitieux. Voilà. Donc, ils se sont engagés à faire des efforts ambitieux. On a vu l'objectif. L'objectif, c'est de réduire la température de la Terre à 2,2 degrés Celsius, voire 1,5.
Donc, c'était un objectif très ambitieux. Ils se sont par ailleurs engagés à aider les pays en développement pour leur permettre de prendre des mesures plus ambitieuses également. Vous voyez? Donc, voilà ce pourquoi on s'est engagé. On, on s'est engagé. Donc, à ce stade, on verrait déjà deux types de contentieux émerger en cas de non-exécution de ces engagements internationaux. Le premier est fondé sur le manque d'ambition de l'État, du gouvernement en matière de riposte au changement climatique. Deuxième argument serait l'absence d'aide aux pays en développement. Donc, deux types de procès climatiques seraient envisageables à ce stade, au stade des engagements pris. Ensuite, donc on va mettre ici engagement 1, engagement 2. Toutes les parties devraient s'employer à formuler et communiquer des stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre. Le troisième engagement. La transformation de son économie. Troisième engagement, c'est la transformation de son économie. À long terme, comment on va parvenir à une économie décarbonée? Les pays développés devraient continuer à montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l'échelle de l'économie. Vous voyez? Donc, on va dire ici, le quatrième objectif serait ici des engagements chiffrés. On a bien dit ambitieux et chiffrés. C'est-à-dire que l'État décide de réduire ses émissions de 20%, 25%, 30%. Et s'il réduit seulement 10%, ben on l'amène à la cour pour dire que ces efforts ne sont pas ambitieux. Ces efforts manquent d'ambition. Voilà. Alors, voilà pour les engagements. Alors, à ce stade, je viens dans la classe pour quelques commentaires. Youssouf, Lévy, quels sont vos premiers commentaires? Non, professeur, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la classe. Salut.
On vous suit avec beaucoup de patience et surtout beaucoup d'admiration. Donc, il n'y a pas encore de commentaires. Ce n'est qu'au début. Non, pas encore, professeur. D'accord. Euh, Alors, je suis même en train de voir, fouetter d'autres documents euh, par rapport aux droits miniers. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sans les droits de l'environnement. Il y a tout beaucoup à de fait. choses dans les droits miniers, y compris la RSE. J'ai des documents par rapport à ça. On parle toujours de l'environnement, de l'environnement, de l'environnement à tout moment. Donc, je suis très C'est content. Je clair. suis en train de suivre, voilà, avec patience. C'est clair. Bien. Alors, maintenant, l'accord de Paris parle donc de la contribution des pays en développement à la lutte contre le changement climatique. Parmi les engagements pris, on a vu que les pays développés devaient montrer la voie, l'exemple, que leurs efforts devraient être ambitieux et chiffrés. Donc, on s'attend à ce que les gouvernements les plus ambitieux décident de réduire les émissions de 35%, de 40%. Donc, 5%, c'est inacceptable. 5%, c'est l'échec. C'est l'échec de Kyoto. Réduire 5%, c'est rien. Pour qu'on arrive à une température de 2 degrés Celsius, il faudrait que chacun réduise d'au moins 35% ses émissions. Quelle devrait être la part des pays en développement? Quelle devrait être la part de l'Afrique dans la lutte mondiale contre le réchauffement de la Terre? Alors, voilà ce qu'on a dit à Paris. Les pays en développement qui sont partis à l'accord de Paris, tous nos chefs d'État, de gouvernement, ils étaient tous là-bas à Paris. Ils ont aussi pris des engagements. Et voilà les engagements qu'ils ont pris. Continuer d'accroître leurs efforts d'atténuation. Vous voyez? On dit qu'ils ont commencé, ils ont initié des politiques de réduction de leurs émissions. D'accord? Alors qu'ils sont faiblement industrialisés, mais ils sont néanmoins engagés à réduire et sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l'échelle de l'économie eu égard aux différentes situations nationales. Donc, on parle d'efforts et ensuite à ces objectifs. Donc, à Paris, on demande en quelque sorte aux États africains de structurer leur réponse, leur engagement, de formuler des objectifs de réduction dans leur politique publique qui tiennent compte de leur situation nationale. Bien. Mais surtout en ce qui les concerne, la gestion durable des forêts.
une thématique qui fut une préoccupation majeure lors du sommet de Paris, voyez-vous. Donc à Paris, on a pris du temps pour sérieusement parler de la gestion durable des forêts. Il a été demandé aux États forestiers, je devais ajouter forestiers, de prendre des mesures pour conserver et renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Donc à Paris, on a demandé aux pays africains de conserver leurs forêts, leurs forêts qui ont une fonction écologique, puisque les forêts constituent des puits ou des réservoirs de gaz à effet de serre. Les forêts emprisonnent les gaz toxiques pour les empêcher d'aller dans l'atmosphère. Donc, les forêts sont considérées comme des prisons pour ces gaz. Donc, on leur demande de bien s'occuper de ces prisons. Ces prisons climatiques que constituent les forêts. C'est vraiment une aberration, professeur. Oui. Je disais, c'est une aberration pour les pollueurs qui veulent à ce que nous, là, en tant qu'Africains, nous puissions garder, sauvegarder nos forêts Mm. pour leurs intérêts, parce que ce sont eux qui sont plus de pollueurs que nous. Voilà. Mm. Et c'est ça, d'où, vous voyez, les qualités ça nous prend d'être des bons négociateurs. Ça nous prend d'être de fins négociateurs. Parce que ici, on est dans la négociation internationale. Et d'ailleurs, le titre du cours, c'est l'histoire de la diplomatie internationale sur la protection de l'environnement et le développement durable. Donc, on est dans les négociations internationales sur l'environnement et le climat. C'est dedans que nous sommes. Et donc, ça signifie que tous ceux qui vont, les négociateurs là, de chaque pays, les négociateurs de chaque pays là, doivent être fins. Alors, on vous demande, par exemple, vous, qui êtes le négociateur de la RDC et qui avez la plus grande forêt du bassin du Congo, on vous dit de préserver, on demande à la RDC de prendre des mesures, de mettre un embargo sur l'exploitation forestière, de mettre un embargo illimité sur l'exploitation forestière pour préserver la prison des gaz climatiques que constituent vos forêts. Voilà ce qu'on vous demande à Paris. Maintenant, qu'est-ce que vous allez leur répondre? Vous allez leur dire que, écoutez, ces forêts-là que vous voyez, vous prenez la calculatrice, vous venez dire avec vos chiffres. Mais vous dites, vraiment, comme vous voyez dans les forêts, là, voilà ce que ça me rapporte.
Hein, annuellement, ça rapporte dans le budget de l'État, je ne sais pas combien de 1000 milliards. Alors, ces forêts que vous voyez là, la population, ça permet d'organiser les activités de subsistance de notre population, à concurrence de, je ne sais pas quoi, on met un chiffre là, on essaie de mettre un chiffre en argent. Donc, alors si je dois, moi, RDC, mettre un moratoire sur l'exploitation des forêts, alors il y a un préjudice pour mon économie, de machin, il y a un préjudice pour mes populations, il faut les indemniser, il faut qu'ils fassent, ainsi on les prive, hein, il faut les trouver autre chose, une compensation. Donc au total, écoutez, au total, vraiment l'effort que vous me demandez là, ça me prend un chèque de tel montant. Oui, pour que je fasse ce que vous me demandez là, vraiment j'ai fait mes calculs, voilà, le montant de la facture. Comme ça, si vous me donnez cet argent, écoutez, sur 5 ans, moi, je ne vais pas exploiter ma forêt. Puis mes populations aussi, bon, on va interdire la destruction et puis on va les réorienter dans telle activité de subsistance. On va financer. Mais voilà la facture. Donc voilà la facture. Voilà. Voyez, des démarches de réduction des émissions au résultat du déboisement, déboisement et de la dégradation des forêts, le rôle de la conservation, de l'accroissement des stocks de carbone forestier dans les pays en développement encouragés et prescrits aux parties signataires. Il a établi un mécanisme pour contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable, ainsi qu'un partenariat public-privé. Vous voyez? Donc, à Paris, on a mis sur pied un mécanisme, certainement pour aider les pays en développement dans leurs efforts dans leurs efforts. Donc, on a mis un mécanisme pour assister les, les parties, les pays en développement, dans leurs efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bien. Donc, à ce stade tout est correct. Tout semble être beau.
Alors maintenant, sur la question du financement des mesures d'adaptation. Alors, vous voyez là, on a mis un mécanisme pour accompagner, assister à la réduction des émissions. Et maintenant, il y a un chapitre sur le financement des mesures d'adaptation. Bien. Alors, les partis reconnaissent que l'adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales. Bien. OK. Alors, on note ici que l'adaptation est un défi. Alors, je nous ai partagé ces derniers temps, je nous ai partagé des vidéos dans le forum sur les événements extrêmes, les catastrophes extrêmes, où on voit les dégâts causés par ces phénomènes. Et donc, comment vivre, survivre face à ce genre de problématiques? Comment? Bien. Donc, c'est un défi. On voit, on a vu en Chine, aux États-Unis, en France, mais aussi chez nous, en RDC avec les inondations, au Kenya, au Cameroun. Alors, lorsque ça frappe aux États-Unis, par exemple, où la tempête vient, la tempête détruit tout sur son passage, voyez, les journalistes, quand ils commentent, on chiffre souvent les dommages, on dit que les dommages se chiffrent à tel montant. Comment on répare ça? Qui paye la facture? Qui paye la facture? Aux États-Unis, lorsqu'il y a une catastrophe comme ça, soit le gouvernement fédéral paye, l'État paye. Si votre maison est détruite, on vous construit une autre maison. Soit les assurances payent. Par exemple, nous ici, au Canada, même si vous louez une chambre quelque part, vous payez, généralement, vous payez une assurance. C'est-à-dire, dans votre loyer, là, il y a votre loyer, et puis vous payez une assurance. Vous allez payer une assurance, il y a une compagnie d'assurance pour votre logement. Donc, si quelque chose arrive, un sinistre arrive, l'assurance sort le chèque. L'assurance sort le chèque pour qu'on vous construise une nouvelle maison, ou le gouvernement sort le chèque. Mais qu'en est-il en RDC?
lorsqu'il y a une catastrophe, est-ce que l'État sort le chèque pour loger les populations? Ou est-ce que les populations sont abandonnées? Au Kenya, lorsque ça arrive, ça détruit tout. Les populations sont abandonnées. En Côte d'Ivoire, l'État ne sort pas le chéquier. Alors, on nous dit que c'est un élément clé de la riposte mondiale à long terme face au changement climatique, à laquelle elle contribue afin de protéger les populations, les moyens d'existence et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement, des parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Vous voyez? Donc, la riposte mondiale s'organise. Je ne sais pas si c'est vous qui avez posé la question, Lévite. Donc, autour de la réduction, mais aussi de l'adaptation. Donc, il y a cette idée de protéger les populations, leurs moyens d'existence. Parce que quand la catastrophe arrive là, elle saccage toute votre maison, comme on l'a vu. Elle détruit tout sur son passage, tout ce que vous avez. Plus de maison, plus de voiture, plus de rien. Et donc, l'adaptation constitue donc un axe important de la riposte en matière de changement climatique. Et donc, l'accord de Paris dit que les pays développés doivent fournir des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement. Aux fins de l'atténuation et de l'adaptation dans la continuité de leurs obligations climatiques. Voyez? Donc, on dit que à Paris, les pays développés doivent donner l'argent aux pays en développement pour financer l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Malheureusement, c'est contradictoire. Lorsqu'ils promettent, ils ne respectent pas le clause. Voilà. C'est pour ça qu'hier, on s'est demandé, on s'est clairement demandé si on ne nous a pas trompé à Paris, si on ne nous a pas fait des promesses vaines pour nous attirer dans l'accord. Pourtant, on voit des engagements ici. Et commentant cet accord, voyez-vous, alors je vous ai dit d'entrée de jeu qu'on voyait un peu deux types de procès susceptibles de naître des engagements des États. Le premier type de procès lié aux efforts des États en matière de réduction, notamment lorsque ces efforts ne sont pas ambitieux. Et le deuxième type de procès, ce serait l'inexécution de ces engagements financiers. Donc, on verrait les pays en développement traduire dans tel coup
les pays développés, pour absence de financement ou non-financement, en tout cas, non-exécution de leurs obligations internationales. Mais comme je le disais, on a écrit ça, mais après on va écrire quelque part que ces engagements peuvent donner lieu à un procès. On a écrit ça quelque part dans la code PAN. Donc on se retrouve encore avec des obligations. Je ne sais pas s'il faut appeler ça obligation, des engagements volontaires. Ah, voilà. Les autres parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d'appui à titre volontaire. Volontaire. Voyez-vous? Et donc, comme c'est volontaire, ils ne le font pas. Bien. Alors, les pays développés partis devraient continuer à montrer la voie en mobilisant les moyens de financement de l'action climatique. Donc, on leur demande de montrer l'exemple en mobilisant l'argent. Voilà. Bien. Alors, le transfert des technologies rentre également dans ces engagements. Donc, les partis notent l'importance de la technologie pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation. Donc, pour les pays africains, il est question de faire un transfert de technologie. Il est créé un cadre technologique visant à promouvoir et faciliter une action renforcée en matière de mise au point et de transfert de technologies de façon à appuyer la mise en œuvre de la vision à long terme de réduction de gaz à effet de serre au-dessous. Voilà. Il est essentiel d'accélérer, d'encourager et de permettre l'innovation technologique dans la riposte mondiale au changement climatique. Voilà. Un appui financier fourni aux pays en développement, y compris pour le renforcement d'une action de coopération en matière de mise au point de transfert de technologie. Vous voyez, sur toutes les thématiques,
il est prévu d'appuyer financièrement, il est prévu d'appuyer financièrement les pays en développement, dont l'Afrique. Donc, voilà ce qui a été décidé. Voilà ce qui a été décidé à Paris. Paris était rempli de promesses. Et Lévite l'a dit en un mot, ou en deux mots, ou en une phrase. Des promesses non tenues. Ah oui. C'est ça le bilan de Paris. Et c'est ce que les Africains appellent une arme. On m'a arnaqué. Une grosse arnaque. J'essaye de voir dans le dictionnaire ce que signifie. J'ai une idée, mais voyons un peu ce que signifie une arnaque. Arnaque. Voilà. Alors, je lis dans le dictionnaire, on me dit une arnaque, entre parenthèses, ou escroquerie, est une tromperie organisée visant à soutirer de l'argent ou des données personnelles à une victime. Vous voyez? Donc, ici, l'arnaque, la définition est belle, hein? Une tromperie organisée, ce qu'on a dit au début. On a dit que l'un des enjeux de Paris, c'était de ramener tout le monde à la table, à l'accord, tous les réticents, les États-Unis, l'Afrique, la Chine, tous ceux qui ne voulaient pas de Kyoto. Il fallait trouver un moyen de les ramener, de vaincre leur résistance, leur réticence. Et en ce qui concerne l'Afrique, on a organisé une tromperie, une arnaque pour, soutirer sa participation. Souvenez-vous que les pays africains ont dit qu'ils n'embarquaient pas à Kyoto parce qu'ils ne sont pas responsables de ce problème et que les responsables s'en occupent eux-mêmes. On n'a rien à y voir, on ne participe pas, on n'a rien à faire. C'est votre affaire. Et donc, pour les convaincre, on a monté une vaste escroquerie. Une vaste escroquerie matique. En leur proposant tout ce que vous avez entendu là. Voilà. Donc, l'accord de Paris
Ce n'est pas une arnaque mondiale, non? Ce n'est pas une arnaque mondiale, mais c'est une arnaque de l'Afrique. Pour les accompagner dans leur accord. Pour que ce ne soit pas seulement une affaire des pays industrialisés, pour donner à cette entente entre les pays industrialisés une portée internationale, on a arnaqué l'Afrique. On lui a fait des promesses non tenues. Alors, Yaro, c'est souvent l'histoire de beaucoup d'hommes avec des femmes. Il m'a promis le mariage et il ne m'a pas marié. Il allait marier une autre femme. Oh, je vais te marier. Oh, machin. Oh, oh. Tout ça, toutes ces promesses, belles promesses pour convaincre la madame de rester avec toi. Et à la fin, tu vas marier Amina. Une histoire de promesses non tenues. D'où la pertinence de la question que nous sommes posée hier. Qu'est-ce que l'Afrique est allée chercher à Paris? Donc la réponse, c'est qu'on les a trompés. Voilà la réponse. On les a nargués. On a nargué les dirigeants africains. On les a nargués. Alors, est-ce que vous avez de réaction? Donc, vous voyez que l'histoire de la protection de l'environnement et du développement durable est menée d'arnaque. Toute cette histoire, il y a des tensions, des désaccords, des arnaques. Donc, voilà l'histoire. Voilà l'histoire du droit international, de la protection de l'environnement et du développement durable. Et voilà où nous en sommes. Nous avons fait le bilan. Enikweri, Enikweri, est-ce que vous avez deux questions? Réaction, Youssouf, Lévite, ou la messe est dite? Il paraît que c'est la Pentecôte aujourd'hui. Est-ce que la messe Oui. est dite? Hum,
Les inquiétudes se soulèvent face à tous ces pollueurs et même ici, l'esprit que nous pouvons adopter face au réchauffement climatique, face à ce fléau, l'adaptation, mais nous restons sur notre soif à Ouais. ce concert de négociation face à tous ces pollueurs-là. Et moi, je crois bien que le cadre idéal serait de tirer profit de toutes ces recommandations ratées dans le passé, afin que dans le futur, nous puissions d'emblée faire en sorte qu'il y ait un gain de cause qui pourra porter un souffle nouveau. Au cas contraire, nous continuons toujours à faire du surplace en ce qui concerne ces fléaux qui nous guettent. C'est ça. Tout à fait. Alors, Maître Dieudonné, bonjour et bienvenue. Vous arrivez à la fin de Paris, à la fin de Paris Match. Alors, donc on a fait un état des lieux. Alors, Maître Dieudonné, est-ce que vous m'écoutez? Alors, notre dernier arrêt, donc, le dernier arrêt, donc au fond, je vous ai proposé dans ce dernier cours un itinéraire de Kyoto à Paris. On vient de faire Kyoto à Paris, là. Et puis on va faire le dernier arrêt, c'est au Japon. On revient encore au Japon, mais dans une autre ville. Donc on fait Kyoto, Paris, Nagoya. Vous voyez, un aller-retour, même si ce n'est pas Kyoto, mais Japon, France. Donc faisons un tour à Nagoya, au Japon. On fait un tour. On fait un tour à Nagoya, au Japon. Alors, pour maintenant voir la protection de la biodiversité. Le protocole de Nagoya sur la biodiversité. Vous voyez, on a parlé de l'environnement. Et là aussi, au niveau de la biodiversité, vous voyez, c'est une grande préoccupation internationale. Et là-bas aussi, la durabilité au cœur de la gouvernance de la diversité biologique. Donc, en 2010, lors de la 10e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, le protocole de Nagoya précise le cadre international du mécanisme d'accès aux ressources génétiques et de partage juste équitable des avantages découlant de leur utilisation. Voyez-vous? Donc ici, il est question de l'accès aux ressources génétiques. Et du partage juste et équitable des avantages de leur utilisation. Voilà, deux enjeux. Alors, donc, ce traité rappelle à la communauté internationale le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. C'est une préoccupation internationale. Il faut bien partager.
qu'on se pose la problématique du partage juste et équitable de la rente minière. C'est le problème qu'il y a eu au Mali. Parce que le plan de partage n'est pas bon entre l'État et les compagnies minières, ça fait du rififi. Même en RDC, ça fait du rififi. Donc, même problématique en ce qui concerne les ressources génétiques. On insiste sur un partage juste et équitable des avantages. Juste et équitable. Vous voyez, même en droit minier, là, on pourrait appeler ça, on va dire qu'on a trompé les États africains. Alors, il y a quelqu'un, une avocate de la RDC, qui nous a envoyé une vidéo où il y a deux je sais pas, lapins, il y a des hommes avec la tête de lapin. Un est propriétaire d'une mine, il dit à l'autre lapin, oh, j'ai trouvé une mine, oh, j'ai de l'or, je suis riche, oh. Et l'autre lapin lui dit, mais est-ce que tu as la technologie pour exploiter? Non. Est-ce que tu as les travailleurs? Non. Est-ce que tu as l'argent? Non. Bon, écoute, je t'apporte ces trois choses et je prends 80%, 90%, toi tu prends 10%. Mais non, ça m'appartient. Nous dit, mais non, ça m'appartient. Il dit, mais tu n'as pas les moyens pour l'exploiter. Bon, d'accord. Le deal, 90% pour l'autre lapin qui apporte l'argent, le personnel et la technologie. Et 10% pour le propriétaire de la mine. Et quelques temps après, quand il se retrouve, l'autre est toujours en tenue sale, le propriétaire de la mine est en tenue sale, il a tellement de travail, tout ça. Et puis l'autre arrive avec une de ses Mercedes, flambante neuve, avec des lunettes vraiment. Bref, un look de riche. Donc l'un est riche, celui qui a mené l'argent, la technologie et tout ça. Lui, il est devenu riche avec la Mercedes et tout ça. Mais l'autre qui avait 10% pour le propriétaire, il est resté pauvre. Voilà. Donc la problématique du partage, unique. Et donc votre président de la RDC, Lévy, il a dit, une fois que les gens viennent pauvres en RDC, ils rentrent riches. Ils rentrent milliardaires. Mais les Congolais, eux, ils restent pauvres. Ça ressemble à ce dessin animé-là. Donc, en matière de ressources biologiques aussi, le problème se pose d'un partage juste équitable des avantages découlant de leur utilisation. Mais ce n'est pas tout. Le partage juste équitable de cette valeur économique avec les communautés locales et autochtones. Voyez-vous? Avec les communautés locales et autochtones. Une fois, j'étais au Cameroun et il y a des chercheurs ou médecins espagnols qui étaient venus dans la forêt des Pygmées pour voir certaines plantes médicinales, pour voir travailler certaines plantes médicinales et rentrer chez eux avec. Alors, ils allaient l'étudier, peut-être, comme ces plantes-là ont des vertus médicinales, ils vont faire des médicaments et puis ils vont les vendre et ils vont tous
devenir riches sur des plantes qu'ils ont pigmées en Afrique, chez moi au Cameroun. Mais eux, ils vont aller, ils vont étudier, ils vont transformer ça, ça va devenir des médicaments qu'on va nous donner à boire, on va nous demander de tous payer ce médicament. Et ils seront riches. Et les pygmées que vous connaissez resteront toute leur vie pauvres. Donc on leur dit non. Il faut partager les résultats de ces prélèvements-là avec les communautés locales, avec les autochtones. Il faut leur donner leur part. Vous allez transformer ça en médicament, vous allez breveter, vous allez vendre, mais il faut donner la part des pygmées. Donc, le traité de Nagoya précise l'importance des ressources génétiques pour la sécurité alimentaire, la santé publique, la conservation de la diversité biologique, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci. Donc, le multi-rôle que jouent nos ressources génétiques. C'est bon, professeur. Oui. L'accord de Kyoto et le traité de Nagoya, tout a eu lieu au Japon, non? Oui. Oui. Ah, okay. Nagoya, c'est une autre ville du Japon. Ah oui. Je connais, j'y étais déjà à l'université de Nagoya. Ah, ok. Good. Donc, ce traité souligne l'interdépendance entre les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles. Alors, j'ai écrit quelque chose. Oui, on a eu une discussion dans notre forum aujourd'hui, là. C'est au sujet de la recommandation que je vais faire au gouvernement camerounais lors de notre colloque la semaine prochaine. Donc, j'ai une recommandation à faire au gouvernement camerounais. Dans la recommandation, je dis au gouvernement, parce qu'ils ont un gros problème là-bas de réhabilitation. Hein, les Chinois viennent creuser, ils laissent des trous béants qui ne sont pas protégés, des enfants meurent. Il y a beaucoup de morts qui sont enregistrés là, donc ça nous pose un sérieux problème. Et donc, dans ma recommandation, je dis au gouvernement de s'occuper lui-même de la réhabilitation, puisque les Chinois ne font pas le travail, qu'il fasse lui-même la réhabilitation du site. Et je lui prends pour exemple le Québec. C'est le gouvernement lui-même qui le fait, mais sur les fonds payés par l'entreprise extractive. Et le modèle québécois est parfaitement justifié parce que le gouvernement, lui, il est sérieux, il est crédible, et il a l'expertise. Donc, la population a plus confiance quand c'est son gouvernement qui s'occupe de ça plutôt que la société qui va faire, qui va pas faire, qui va partir et laisser des trous comme ça. Mais lorsque c'est le gouvernement, la population est tranquille parce qu'elle peut demander des comptes au gouvernement. Et donc, dans la discussion, il y a un intervenant qui a dit non, il faut associer à la restauration, il faut associer l'entreprise et les communautés autochtones. Alors, je reviens sur cet exemple ici et je réagissais en disant que oui, en droit international, justement, et il fallait convoquer le protocole de Nagoya, il est prescrit d'associer les autochtones compte tenu de leur savoir. Et c'est ça qui ressort ici.
Le traité souligne l'interdépendance entre les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles. Voyez-vous? On va les associer à cause des savoirs traditionnels, ainsi que l'importance des savoirs traditionnels pour la conservation de la diversité biologique. Vous voyez? Donc, on les associe parce qu'ils ont des connaissances traditionnelles. Il y a un savoir ancestral. Qui doit contribuer à la protection de l'environnement et des écosystèmes, de la diversité biologique. Alors cette photo nous dit ce que c'est que la diversité biologique. Les espèces animales, les espèces végétales, les espèces marines, les micro-organismes. Alors, pourquoi il faut les associer? Vous allez venir dans un environnement où vivent les pygmées, vous ne connaissez pas le rapport qu'ils ont avec cet arbre-ci, avec celui-ci, avec tel animal, il y a un rapport entre eux et cet environnement et cet écosystème, et ces écosystèmes. Mais vous venez là avec vos projets d'argent et vous détruisez tout. Vous n'êtes pas pygmée, vous ne connaissez pas le rapport avec, avec toutes ces espèces-là. Vous n'êtes pas pygmée. Pourtant, je vous ai dit que des chercheurs espagnols sont venus là pour, pour analyser cette plante ici. Couper cette plante-ci, aller l'analyser au laboratoire, formule chimique, et qu'on sort, et transformer ça en médicament. Et on met ça à la pharmacie, ça coûte 5 000 francs le médicament, la boîte. Et on vend ça à toute l'Afrique. Donc, il faut les associer quand vous venez exploiter vos affaires-là. Il faut les associer. Ils vont vous dire que non, écoutez, la poule-ci, on ne fait pas comme ça avec la poule. Le coq-ci, tel animal, tel animal. Ils vont vous expliquer. Donc, la diversité biologique, dans cette définition, est la variabilité des organismes vivants de toutes sortes, y compris entre autres écosystèmes terrestres, marins, aquatiques. Bon. Alors, tout ce qu'on trouve dans la nature, toutes les espèces. Donc, la diversité biologique est la variété de toutes les formes de vie sur Terre. Donc, dans ces objectifs, il y a le partage juste équitable qu'on a dit. Le partage juste équitable, la promotion, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Donc, le protocole introduit des procédures d'accès aux ressources et aux savoirs traditionnels. Vous voyez? Les savoirs traditionnels sont valorisés. Donc, ce protocole introduit des protocoles.
des procédures. Alors, au titre de partage juste équitable, les parties signataires de l'accord doivent prendre des mesures législatives, administratives ou des politiques générales pour garantir ce partage au profit d'un communauté locale autochtone. Ça peut être monétaire ou non monétaire. Donc voilà le travail que Lévy et ses amis doivent faire au ministère. Exactement. Voilà. Vous, vous assurez que les autochtones et leurs parents. Bien. Alors donc, il faut un consentement de l'État qui est propriétaire de la ressource, c'est ce qu'on nous dit ici, un consentement éclairé. Alors, intéressant, conformément à son droit interne, chaque partie prend, selon qu'il convient, les mesures pour faire en sorte que l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause à l'accord et à la participation des communautés locales et que les conditions convenues d'un commun accord soient établies, vous voyez. Donc l'État doit s'organiser pour que les autochtones participent et qu'il y ait un accord en bonne et due forme. Bref, on donne aux autochtones toute la place. Alors, je parlais des chercheurs ou médecins espagnols là. Toutefois, les réglementations nationales sur l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques doivent fournir un accès simplifié pour la recherche à des fins non commerciales. Alors, donc, les chercheurs, là, il ne faut pas le compliquer, il faut leur donner des autorisations lorsqu'ils font leur recherche, simplement. À la recherche non commerciale et prendre en compte des situations d'urgence qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale, végétale, y compris l'accès à des traitements abordables dans les pays en développement. Et enfin, on va créer un mécanisme de suivi des ressources génétiques pour maximiser la transparence. Voilà. Donc, il y a un mécanisme de suivi de l'accord qui est créé. Alors, donc, voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de ce périple. Alors, est-ce qu'il y a des remarques finales? Est-ce qu'il y a un dernier auditoire? Est-ce qu'il y a une dernière remarque, Lévi? Lévi? Tout est OK pour l'instant, professeur. D'accord.
Youssouf? Oui, professeur. Oui, Non, c'est très bon. C'est très bon à mon niveau. C'est très bon à mon niveau. d'accord. Alors, J'ai donc, bien compris. ce cours prend donc fin. On a pris 3 semaines. En principe, c'était parti pour 2 semaines, mais on a pris le temps qu'il fallait pour essayer d'aller en profondeur. Parce que ce cours est comme un cours d'introduction et général qui va poser les bases pour la suite des choses. Donc, voilà. Donc, on a terminé avec ce cours. Alors, la semaine prochaine, on n'aura pas cours parce qu'on est à Montréal, là. On n'aura pas cours, mais on reviendra donc dans 2 semaines. Et je pense avec le cours sur le droit international de l'environnement. OK. Voilà. C'est bien noté, professeur. C'est bien noté. On vous suit. OK. Alors, sur ce, bon dimanche, bonne semaine et on reste dans le forum. Merci, pareillement, professeur. Allez. Et professeur, donc vraiment merci beaucoup. C'est comme d'habitude, si on a les modules ou bien les cours en avance, donc ça va nous permettre de poser aussi, comme d'habitude, quoi, beaucoup de questions. Oui, je vais vous envoyer le prochain cours déjà. D'accord, d'accord. Oui, je vous l'envoie. Merci beaucoup, professeur. Je vous envoie le prochain cours. Merci beaucoup. OK. Merci, au revoir. Vraiment, vous faites la fierté de toute l'Afrique, hein, parce que l'Institut est international avant tout. Donc, avec les certificats, vraiment, c'est très bon, quoi. Excellent. Voilà. Les certificats est international. Donc, personne ne peut dire mot ici en Afrique. Surtout avec une fierté, Institut québécois des affaires étrangères, donc des affaires internationales. Donc, c'est très cool. Excellent. Merci beaucoup, professeur. Allez, je vous en prie et à très bientôt alors pour la suite.